Je crois que c'est notre séance de conclusion, n'est-ce pas, sur une journée qui a été très dense, organisée par Paris Europlace. Et je ne sais pas qui a choisi le titre de notre dernière table ronde, à l'affiche La Couleur. Nouvelle donne politique, coup d'arrêt pour l'attractivité de la place de Paris. Ça, évidemment, quand on entend ça, on a envie de se tirer une balle, alors qu'au contraire, pourtant, on a passé la journée à être plutôt optimiste et à entendre que tout allait plutôt pas si mal, même s'il y a des points de fragilité. Ce sont peut-être ces points de fragilité sur lesquels on va essayer d'insister, parce qu'il y a encore des efforts à faire, tout n'est pas gagné. Et pour en parler, sont avec nous, bien sûr, Augustin de Romanel, président de Paris Europlace, qui est la puissance invitante. On reviendra avec lui sur ce que je viens de dire. À mes côtés, Charles Redouel, qui est député des Yvelines, membre de la Commission des Finances et président de la Commission d'enquête parlementaire sur la réindustrialisation. À ses côtés, Marianne Barbalayani, présidente de l'Autorité des marchés financiers. À côté d'Augustin, Delphine Damarzit, la directrice générale d'Euronext Paris. Et enfin, Bertrand Rambaud, le président de France Invest. Alors, peut-être pour commencer, poser le paysage, demander à Augustin quelques mots et faire un tour de table sur ces 10 ans après le Brexit. Augustin nous a donné à la tribune dimanche une très bonne interview. Il emploie le mot trésor national. La place de Paris est un trésor national. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats à la présidentielle qui revendiqueraient cette formulation. Peut-être, Augustin, pourriez-vous nous donner quelques... Peut-être Augustin sera-t-il candidat, je ne sais pas. Pourriez-vous nous donner quelques éléments tangibles qui permettent de mesurer pourquoi est-ce que la place de Paris, effectivement, a changé de dimension et les points, mais on y reviendra après avec chacun, les points de vigilance qu'il faut conserver. Merci beaucoup, Philippe. Rebonjour à tous. Donc, vous vous souveniez, quand vous étiez jeune, vous jouiez à un jeu qui s'appelait le risque. Vous aviez une grande table sur laquelle vous aviez tous les pays du monde et puis vous mettiez des armées pour attaquer les pays voisins. Donc aujourd'hui, la question principale qui se pose à nous, c'est celle de la souveraineté. On est dans un monde où vous avez la Chine qui a comme motto renforcer l'armée, enrichir l'État, et qui est extraordinairement dynamique, que ce soit sur la technologie ou sur l'envahissement des marchés extérieurs, d'une part. Vous avez d'autre part les États-Unis, dont on est en train de découvrir qu'ils sont encore plus drogués à la dette publique que nous, dont on est en train de découvrir qu'ils ont des déficits budgétaires qui vont presque être encore plus préoccupants que nous, sauf qu'ils sont uniquement à 35 ou 36% de dépenses publiques par rapport au PIB, donc ils ont des marges de manœuvre pour dépenser plus pour la recherche, la défense et l'innovation. Et au milieu de tout ça, l'Europe, qui est un marché d'une taille à peu près comparable à celle des États-Unis, est en train de se rechercher pour préserver sa souveraineté. Alors, souveraineté militaire, naturellement, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais aussi souveraineté financière. Et au fond, la place financière d'une région, c'est la capacité d'avoir un moteur qui soit une pompe aspirante-refoulante, aspirer l'épargne et la refouler vers des innovations, des industries et des emplois utiles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, certains se posent la question, par exemple, de l'indépendance de l'Europe sur les paiements. Beaucoup, et c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, qui disait ce matin que 65% des paiements étaient assurés par des infrastructures qui n'étaient pas européennes. Par ailleurs, il y a aussi une question de compétitivité et de niveau de vie. Vous le savez, quand vous investissez dans des actions, vous avez sur la moyenne période un rendement de l'ordre de 5 à 7%. Vous doublez donc votre capital en 10 ans. Sauf que cette application de la loi d'Einstein, qui est que la capitalisation est la 8e merveille du monde, eh bien, elle n'est pas appliquée en France. Les Français ont toujours eu une réticence à investir leur épargne en actions, notamment l'épargne retraite. Et donc, finalement, c'est le pensionné de l'Ontario ou d'Écosse qui bénéficient du travail des salariés du CAC 40. Donc on voit bien qu'avoir une place financière qui soit vivante, c'est-à-dire qui permette de financer tout l'écosystème industriel et d'innovation,
Une place financière qui permette aux citoyens de la zone d'acquérir la prospérité à laquelle ils doivent légitimement aspirer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, comme tu l'as dit, Philippe, dans la tribune, j'ai eu l'occasion de dire les progrès considérables qui ont été faits depuis 10 ans. Ce qu'il faut souligner, c'est que depuis 10 ans, l'attractivité de la place financière de Paris a été promue par tous les gouvernements, quels qu'ils soient, que ce soit des gouvernements de gauche, de droite ou du milieu. Et lors de la dernière loi qui a été discutée avant la dissolution, qui a été promulguée après la dissolution, c'est la loi qui avait été portée, la proposition de loi qui avait été portée par Alexandre Holroyd. La place de Paris a pu faire voter par le Parlement, et on a un éminent représentant avec Charles Rodwell qui a beaucoup soutenu ces textes, des dispositions qui modernisent encore la place financière de Paris. Mais, d'une part, Londres ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Les Italiens sont très attractifs pour le private equity. Tu me diras ce que tu en penses. Et donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire au sein de Paris Europlace, c'est que nous sommes obligés de reconnaître et de saluer l'effort qui a été fait par les pouvoirs publics depuis 10 ans, de saluer les très nombreux établissements étrangers qui viennent en France et qui viennent encore en France. Mais force est de constater que les débats de la loi de finances 2025 ont été un coup d'arrêt. Et j'ai personnellement eu plusieurs interlocuteurs qui m'ont dit que des décisions d'investissement avaient été stoppées à cause de l'incertitude qui s'attachait à la loi de finances 2025. Donc, le pli important qui me semble devoir être pris, et je vais conclure par là parce que je pourrais être beaucoup trop long, il est de constater que si on regarde simplement le solde de la balance extérieure, la France a 4 domaines d'excellence en termes d'excédent de la balance extérieure. Le tourisme, les services financiers, l'aéronautique et l'espace, le luxe et la cosmétique. Ce sont les 4 domaines qui sont nos points de force. Mais le point de force que constituent les services financiers est un point de force intrinsèque en lui-même. On a créé 35 000 emplois depuis 5 ou 6 ans dans la finance à Paris. Mais surtout, le fait d'avoir un système financier fort, c'est une condition nécessaire de la réindustrialisation, dont on voit bien qu'elle n'est pas discutable. La part de l'industrie dans le PIB était de 30% en 1960, elle est de 9% aujourd'hui, si on exclut l'énergie, si on exclut l'eau, et les utilities. Donc, aujourd'hui, on a à faire face à un défi qui est d'éviter que la finance soit prise comme bouc émissaire, afin que, d'une part, elle continue à être un vecteur d'emploi et de croissance du PIB et de solde extérieur positif, mais que, par ailleurs, elle participe du nécessaire développement du financement de l'innovation. Et je reprends une nouvelle fois ce que disait François Villeroy de Gallo ce matin. Nous avons une faiblesse en Europe qui est de pratiquer une innovation qui est plutôt incrémentale, donc à petite dose. Et nous ne sommes pas comme les Américains, adeptes de ce qu'on peut appeler le leapfrog, c'est-à-dire le saut de crapaud qui vous fait passer d'un instant à l'autre du téléphone arabe au téléphone portable. Donc on a devant nous beaucoup de travail. On va y revenir, on va éceuter les autres intervenants sur ce que vous venez de dire. Peut-être je vais reprendre cette formulation, puisque vous avez commencé sur la souveraineté, peut-être Delphine Damarzy, sur Euronext, finalement, c'est un des instruments, la bourse, autrefois on disait la bourse de Paris, aujourd'hui c'est une entreprise de marché beaucoup plus globale. Est-ce que c'est aujourd'hui considéré comme un des instruments de la souveraineté économique de la France? Et quel est votre jugement, à vous, Delphine, sur les progrès réalisés et peut-être les points de fragilité qui sont soulignés par Augustin de Romanet? Merci, c'est une très belle question, hein. Vraiment quelle excellente entrée en matière. Merci beaucoup Philippe, merci à tous. Alors force et faiblesse pour faire dans l'original. Dans les forces, je pense que la place de Paris, elle a bien gagné dans le Brexit, elle a gagné avec des forces intrinsèques. C'est ça qui était très, très impressionnant, c'est que ça n'a pas été plus que ça une raison fiscale, même si les choses ont été intelligemment faites. C'était vraiment finalement la qualité des équipes, du modèle, du bassin d'emploi, l'attractivité aussi de la ville et de la région, et puis la qualité de la supervision qui a attiré
finalement un certain nombre d'entreprises, des brokers qui ont installé des équipes de vente et puis des traders. Et on arrivait au moment où on voyait aussi arriver un petit peu de buy-side, qui on sait quand même le nerf de la guerre, sur une place. Alors, c'est un premier cycle qui s'est accompli au cours des 10 ans. Donc on arrive à la maturité de ce mouvement. Nous, Euronext, on a vu beaucoup plus finalement une épaisseur de la place. On avait déjà les banques françaises qui étaient nos interlocutrices à Paris. Et on avait plus de hubs de banques américaines. On a vu la différence, plus de conversations. Les conversations restent aussi à Londres parce que c'est là qu'on a quand même les têtes de pont de ce qu'on appelle la structure de marché. Il ne faut pas se leurrer sur le fait que la place de Londres est restée la plus active en matière de pur marché. Mais on a vu se développer vraiment une substance locale de personnes qui se sont installées, qui se sont plues et qui sont restées. On voit quelques petits signes, non pas d'essoufflement, mais de risque. Bon, c'est normal, au bout d'un certain temps, on arrive avec des renouvellements de génération. D'autres places ont fait des paquets très intéressants, d'un point de vue d'impatriation. Et puis nous, on a envoyé quelques signaux, on y reviendra, on a envoyé quelques signaux au niveau politique un petit peu inquiétants. Alors que il y avait eu une grosse stabilisation de ce point de vue-là à travers les différents gouvernements successifs après une célèbre formule qui avait ensuite été démentie durablement. Donc ça, il faudra le surveiller et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, les atouts intrinsèques et historiques de la place de Paris, c'est qu'elle est complète. Il y a des gens qui sont quanti, il y a toute la gamme des émetteurs, toute la gamme de la taille des brokers, toute la gamme des acteurs. Donc on a des small et mid capers, on n'a pas que on a des blue chips, des très belles blue chips, et puis on a toute la collection. Et il faut que tout marche pour que toute la place fonctionne. Domaine très positif et qui a été quand même assez fragilisé sur la période récente par des phénomènes de décollecte qui ont un peu entraîné et été entraînés par des sous-performances par rapport à un historique qui fait de cette classe d'actifs, ces motrices pour l'innovation et pour le développement de la nouvelle franchise d'actions, qui normalement a toujours été en surperformance. Donc on a eu pendant que se développait la gestion passive, et donc il y a eu des grands mouvements, un peu de fragilisation, qui arrivaient à un moment où les États-Unis paraissaient une alternative extrêmement puissante. Alors un petit point, un nouveau point positif face à cette première fragilité, c'est qu'il faut revisiter la comparaison américaine de deux manières. Alors les États-Unis, en théorie, ils ont tout pour eux. Vraiment, c'est vraiment le super deal, le très grand marché domestique, un vrai cluster sur la place, très belle liquidité, un soft power extraordinaire. Et pourtant, ils viennent de casser leurs jouets, quoi. Enfin, quelque part, c'est assez inexplicable. Pourquoi est-ce qu'un pays qui a tout, qui est en train de dominer le monde, voudrait tout d'un coup faire des choses qui nous paraissent, en bon rationnel que nous sommes, absurdes? Alors, parce que c'est pas forcément absurde, ça veut dire que pour les Américains d'Amérique, c'est peut-être pas ce qu'ils cherchent, et qu'il y a une différence entre ceux qui réussissent et ceux qui tirent parti de cette martingale et ceux qui n'en tirent pas parti. Donc ça nous interroge un peu poétiquement, mais je vais m'arrêter là parce que ça nous emmènerait en dehors des voies de replace. Donc finalement, cette question, ça aboutit à une situation assez finalement agréable, qui est qu'aujourd'hui l'Europe surperforme. Elle surperforme depuis le début de l'année. Les actions européennes sur la zone euro ont fait plus 5,7%, quand les actions américaines ont fait moins 3,3%. On a 24 milliards de collectes sur les actions européennes depuis le début de l'année, alors qu'on était en décollecte depuis un nombre, presque un quinquennat, y compris sur les small et mid cap, y compris sur les... Juste un point là-dessus, parce que c'est intéressant. Il y a l'argent qui revient des États-Unis, il y a un flux visiblement, il y a aussi l'argent qui n'y part plus. Est-ce que vous arrivez à faire un peu la part des choses sur les flux qu'on a pu assister? Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'on attendait en début d'année. Alors moi, on disait acheter les États-Unis, vendez l'Europe, et on a exactement le mouvement. C'est les gérants d'actifs qui voient les flux. Moi, je les vois. Moi, ce que je vois comme flux, c'est ceux qui font les achats-ventes. Donc, c'est à la fois une collecte dans les fonds. Les fonds, ensuite, font travailler leur argent. Et ils ont plus ou moins de volatilité ou plus ou moins de liquidité, en fait, exprimée. Donc, on voit, nous, sur Euronext, depuis le début de l'année, un très fort regain de nos flux, mais qui sont le produit d'une certaine volatilité, donc ça c'est quelque chose qui peut être épisodique, et d'un phénomène qui est plus de fond, c'est que les fonds investisseurs s'étant remplis, évidemment ça crée plus de matière, il y a les deux. Voilà. Et donc oui, les deux sont présents, mais ce n'est pas qu'un phénomène américain, c'est un phénomène du reste du monde qui choisit l'Europe plutôt que les États-Unis. Donc ça c'est extrêmement positif, et je pense qu'il faut qu'on
il faut qu'on regarde ce qui fait la place américaine et ce qu'on n'a pas encore et qu'on peut avoir. Et là, je vais revenir sur notre dernier cycle de faiblesse avant de rendre la parole. Mais il faut en même temps qu'on ne se dise pas qu'il faut répliquer quelque chose qui, visiblement, n'a pas convenu aux Américains. Donc il faut qu'on arrive à le faire, nous, avec un meilleur consensus, peut-être. Et on en est très loin, puisqu'on est, comme le disait Augustin, pas forcément... enfin, c'est peut-être ce qui nous distingue et qui nous permettra d'éviter l'erreur, mais on n'aime pas aimer notre place, en fait. Enfin, nous, ici, oui, hein, nous, on s'aime, j'espère. Mais on sait qu'on est prudent parce que c'est très compliqué à expliquer. Donc, dernière chose, si on regarde quand même la différence avec les États-Unis et ce qui peut nous manquer, quand on a cet afflux, on se dit est-ce qu'on va réussir à le transformer dans la durée, que ce soit structurel et pas uniquement, entre guillemets, de la Schadenfreude parce qu'ils sont en train de se tirer dans le pied, ou bien de tout simplement juste un endroit moins mauvais. On veut être meilleur. Donc ce qui nous manque, c'est deux choses, c'est davantage d'investisseurs européens. Nous, chez Euronext, donc je n'ai pas tellement tendu la perche en disant qu'évidemment, il y avait un des atouts de la place qui était la présence d'Euronext, qui a permis à la place de Paris et à sa bourse d'avoir la bonne taille, une taille qui est plus grande que la France, grâce à la réunion des 7 marchés, la technologie, tout le niveau, tout en restant suffisamment branché sur l'espace de la place lui-même. Et donc, ces investisseurs, quand Euronext, moi je m'adresse à une entreprise qui a envie de ce côté, je lui dis, vous allez avoir les investisseurs internationaux, qui sont là parce qu'on est suffisamment grand, et vous aurez aussi les investisseurs français, les investisseurs européens. Et quand je dis ça, parfois j'essaie de le dire très vite, parce qu'il faut en être convaincu. Donc cet afflux de capitaux, il faut qu'on arrive à le transformer en véritable investisseur présent et prêt à choisir un biais domestique qui doit être un biais domestique français et européen pour avoir la bonne taille. Et ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est si clair que ça, parce que on sait que nos particuliers n'investissent pas suffisamment en actions. Et donc, on a plutôt, sur la place de Paris, c'est un petit peu comme à une époque, on avait du capitalisme sans capital. Aujourd'hui, on a un petit peu une place d'investisseur sans investisseur. Donc, on a les gérants d'actifs, mais c'est pas leur argent. C'est toujours plus fragile quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a pas mal abîmé avec des politiques de mise en concurrence qui ont leur logique, mais qui ne peuvent pas aller trop loin non plus. On a pas mal abîmé le schéma classique de la liquidité sur les marchés transparents, qui sont ceux qui font les prix, et sur lesquels les ordres sont connus. Et aujourd'hui, la liquidité s'est beaucoup fragmentée, avec énormément de lieux séparés, internalisation systématique, marché dit dark, ce qui fait qu'elle est moins visible. Et donc, si elle est moins visible, elle n'est pas adressable. Et donc, le sentiment... Je ne sais pas s'il faut exprimer... Je vais inventer une expression compromettante qui serait... Il y a un sentiment d'illiquidité qui peut finalement devenir une réalité et casser une dynamique qui est celle de l'attractivité des marchés de capitaux dits publics, c'est-à-dire les marchés boursiers. Et ça, c'est ça qu'il faut combattre, parce que nous, il nous faut des nouveaux émetteurs. Il faut que nos émetteurs soient heureux d'être sur les marchés cotés. C'est très important pour Euronext, mais c'est surtout très important pour l'écosystème. C'est important pour Bertrand ici, qui a besoin d'exit pour le private equity. C'est important pour les citoyens qui doivent trouver des destinations d'investissement avec des bons rendements. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faut se tourner vers l'Europe, parce que c'est elle qui a la taille et qui fixe ce cadre général. Donc ce n'est pas des choses qui sont simples, hein, c'est des éléments assez complexes, mais qui nécessitent que les préférences collectives soient ajustées. Donc il y a en ce moment, on y reviendra aussi, une grosse consultation européenne sur laquelle il va falloir un petit peu raisonner. Est-ce que nos choix sont ceux d'une très grande ouverture à la concurrence, avec des gagnants qui sont quand même en général les plus gros acteurs anglo-saxons, que nous respectons à Paris, mais avec lesquels nous aimerions être davantage à armes égales, ou bien est-ce qu'on se dit qu'on a un certain nombre d'atouts avec nos propres forces sur lesquelles il faut qu'on agisse. Donc Euronext espère être l'un de ces atouts et rendre ce service, évidemment sans nier la concurrence. On ne va pas redevenir le monopole du carnet d'ordre. On en rêve parfois la nuit, mais on se réveille rapidement le matin. Il faut bien sûr être en compétition et offrir les meilleurs prix, mais il faut s'interroger sur nos préférences collectives. Et je pense que ce genre de travail est quand même une nouvelle manière de penser pour l'Europe qu'il va falloir digérer. Merci Delphine, vous avez tendu la perche à votre voisin, on va peut-être lui passer le micro tout de suite et on va venir ensuite sur les questions européennes plus en détail et la supervision, la réglementation, mais peut-être sur l'autre volet de la finance, et Augustin le disait, pour financer la réindustrialisation, on a besoin d'une finance forte.
et ça peut commencer également aussi chez les fonds d'investissement que vous représentez. Donc là aussi, même question, force et faiblesse, avec une compétition fiscale entre les places européennes qui est de plus en plus intense. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vrai que donc France Invest représente la partie non cotée, donc tout l'investissement dans le non coté en France. Donc dans les points très positifs, et on peut en être très fier, l'industrie du private equity en France, c'est la première en Europe et de loin. Je parle d'Europe continentale, hein, c'est 3 fois l'Allemagne, c'est 8 fois l'Italie, c'est 50 milliards d'euros chaque année investis dans l'économie, c'est 450 sociétés de gestion. Enfin bref, je ne vais pas vous sortir tous nos chiffres, mais on a une industrie depuis très longtemps qui est très forte, très puissante et extrêmement large, de l'innovation jusqu'à la grande entreprise. Donc ça, c'est très bien. Pour autant, est-ce suffisant? Évidemment, la réponse, elle va être non. Pourquoi elle est non? Je voudrais juste dire deux choses et peut-être rebondir sur les propos d'Augustin de Romanet. Bon, c'est génial d'avoir une super industrie du private equity, mais il faut aussi qu'on ait une économie et des industries, de l'industrie qui fonctionnent. Et je pense quand même, et Charles Redouel m'a fait intervenir l'autre jour à une commission sur ce sujet à l'Assemblée nationale, je pense qu'on doit quand même tous être bien avoir en tête et être bien conscient de l'urgence, et je pèse mes mots, que nous avons à traiter ce sujet de compétition de nos entreprises industrielles, de souveraineté. Augustin disait, ça représente 10% de notre PIB, l'industrie aujourd'hui. Nous, on investit dans notre métier 20% de nos actifs dans l'industrie. Elle souffre aujourd'hui, cette industrie. Vous voyez ce qui se passe sur l'automobile. Et c'est toute la chaîne de valeur derrière. Et ça touchera d'autres secteurs demain. Donc, c'est très bien d'avoir une super industrie financière, mais il faut quand même avoir les acteurs économiques. Donc, il y a un point d'urgence. Il y a des points d'urgence sur les charges, sur les coûts énergétiques. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais je pense que tout le monde fait ce constat-là. Et il y a vraiment, je me retourne un peu aussi vers nos politiques, une urgence à traiter cela et à prendre les bonnes mesures pour que la France et l'Europe gardent leur position économique qu'elles méritent d'avoir. Alors après, sur les faiblesses par rapport à notre métier, je pense que ce qu'on a fait, c'est génial, mais ce qu'il faut, c'est passer demain à une autre échelle. Passer à une autre échelle, on a cité plein d'autres pays voisins ou plus lointains qui lèvent beaucoup d'argent, il faut aller vers ça. Il faut avoir une industrie du financement encore plus importante. Donc ces fameux 300 milliards d'euros que Draghi a mis en évidence dans son rapport et qui partent chaque année, notamment aux États-Unis, on ne va pas les faire revenir de force, mais il faut leur donner envie de revenir ici en Europe. Et si une bonne partie de nos entreprises trouvent du financement en capital, ça peut être aussi par le côté, bien évidemment. Il a été dit par Augustin tout à l'heure, il y a toute une frange d'entreprises liées notamment à la technologie qui ont des besoins importants, 50, 100 millions, 150 millions d'euros, qui ne trouvent pas leur source de financement ici en Europe et en France. Donc notre enjeu collectif, c'est de pouvoir donner une réponse par rapport à cela, parce qu'on a des super entrepreneurs dans ce pays, on le sait, on a une dynamique de création de sociétés qui est assez exceptionnelle. Simplement, dès qu'elles atteignent un certain âge, soit elles se vendent, soit elles sont refinancées par des capitaux nord-américains. Donc je pense qu'on a ces deux grandes urgences à traiter. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un écosystème et on a un sous-jacent qui est là, il existe. Il ne demande qu'à une chose, qu'à être plus alimenté et avoir des mesures d'allègement de nos charges pour nos entreprises. C'est vraiment un élément d'urgence aujourd'hui. Juste une petite question avant de continuer le tour de table. Demain, il y a Vivatech qui ouvre. C'est devenu une grande messe, évidemment, pour la tech en France. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'écosystème pour que du financement des startups ou de toutes ces boîtes qui veulent investir dans l'IA, notamment aujourd'hui, entre vous, les fonds que vous représentez, ou en tout cas le capital risque et la mise en bourse, donc le côté Delphine, qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à créer 1, 2, 3, 4 champions mondiaux en France ou en Europe? Parce qu'on a des Mistral, on a des gens comme ça, mais comme vous l'avez dit, ils vont aussi se financer ailleurs, parce qu'à un moment donné, sur la prise de risque sur des gros tickets, il n'y a pas la dimension de marché. Bah, je l'ai dit, je pense que, et grâce aussi à l'intervention de l'État, hein, qui a joué, on le sait, la Caisse des dépôts, BPI, qui ont joué des rôles importants, aujourd'hui on cherche 3 à 5 millions d'euros pour une affaire de qualité. En France, évidemment, on le trouve. Le sujet, c'est au-delà. Dès qu'on veut scaler, qu'on va aller plus loin, qu'on va aller chercher 50, 100 millions. Alors, il y a plein de raisons à cela. Il y a plein des raisons psychologiques, on le sait tous. Il y a une relation avec le risque.
dans nous-mêmes, chez les institutionnels, chez tout le monde, qui n'est pas la même que ce qu'on a dans d'autres pays, notamment anglo-saxons. On ne le changera pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'il faut répondre concrètement. Il faut arriver à les structurer des fonds progressivement qui vont faire 500 millions, qui vont faire 1 milliard, qui vont faire 2 milliards, en partie avec de l'argent européen, mais aussi de l'argent privé, parce que ce n'est pas évidemment l'argent public qui peut répondre à tous ces besoins. Et ça a été fait récemment dans l'IA, avec Catech a fait une annonce importante, il faut qu'on fasse les mêmes choses dans la deep tech. On a besoin de ça pour financer dans la durée, sur des montants importants, ces entreprises en Europe. C'est absolument indispensable. Et on parlera tout à l'heure peut-être de l'union des marchés de capitaux. Je ne vais pas tout de suite aller sur cette partie-là, mais le jour où on aura des fonds de pension, j'ose utiliser ce gros mot, en France, enfin c'est pas un gros mot ici, je pense qu'on aura en partie réglé une partie de la situation. On va y revenir peut-être, Delphine, sur le compartiment tech, le Nasdaq européen qu'on attend. On en parle chaque année, mais on le voit venir. Nous, on n'emploie pas ce terme parce que, Philippe, on n'a pas besoin d'employer les termes de nos concurrents. On a un segment sur Euronext qui s'appelle Tech Leader et on pense que les entreprises tech s'y portent très bien. Le moment actuel, compte tenu de ce qui s'est passé après des introductions qui étaient peut-être un peu survalorisées et des déconvenues, aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, les marchés aujourd'hui cherchent une certaine prévisibilité, ils sont pas tort, et une rentabilité. Donc on a un sujet de financement des deep tech, mais on a vu des très belles intros l'an dernier avec Planisware et Exosens. Simplement, elles étaient hyper bien préparées et pas trop gourmandes, enfin habilement bien positionnées à l'intro pour générer de l'envie d'investir et en laissant de la marge à ceux qui rentrent. Ce qui est quand même pas idiot en fait. Hein. C'est pas de raison que les investisseurs cotés quand ils arrivent, entre guillemets, soient un peu, enfin, bref, voilà, et qu'ils soient pas. Il y a parfois un réflexe texte. Eux aussi, ils ont besoin d'alpha, on va dire. Donc, si on rentre bien avec cette humilité, bien préparée, et pourtant c'était à chaque fois dans des moments de marché pas faciles. On peut construire une histoire qui permet d'ailleurs rapidement aux ceux qui passent le relais de sortir. Dans les deux cas, des sorties plus rapides que prévues, très réussies, en marge. Voilà. Alors, il faut en faire d'autres. Il se trouve que, puisqu'on en parlait de politique, que juste après, on s'est retrouvé un petit peu dans une situation française qui a été celle quand même d'un décrochage, il faut le dire. Nos indices ont sous-performé l'an dernier par rapport aux indices européens. Bon. Et là, on est dans la même dynamique que les autres, ça veut dire qu'on n'a pas rattrapé. Bon, c'est un autre sujet qu'on abordera. Donc on est là et la bourse doit jouer ce rôle parce que finalement, comme tu le disais Bertrand, les sociétés ont besoin de beaucoup de capitaux et si la bourse ne doit pas intervenir trop tôt, mais si elle intervient trop tard, le refinancement aura tourné les entreprises vers notre géographie. Une autre géographie qui est très compliquée, sur laquelle elles sous-performent. Parce que le grand mythe de la cotation aux États-Unis, c'est qu'en fait, c'est pas pour tout le monde, et en fait, c'est pour les entreprises américaines que ça marche, des entreprises beaucoup plus grosses, et donc ça veut dire que les entreprises européennes qui s'y risquent ne s'en trouvent rarement bien. Donc c'est un sous-optimum. Alors moi, je ne voudrais pas uniquement dire ça, je veux pouvoir dire les marchés de capitaux européens sont meilleurs. Donc restez à la maison, vous serez mieux. C'est vrai, mais pas par défaut, par conviction. Très, très bonne liaison pour parler avec Marianne Barbalayani de la qualité de la réglementation. Peut-être, est-ce que c'est un élément aujourd'hui de cette sécurité et la qualité de la supervision des marchés important, de stabilité, quand on voit à quel point, Augustin le disait tout à l'heure, c'est agité de l'autre côté de l'Atlantique. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi une fragilité, puisque la déréglementation qui est promise par Donald Trump pourrait nous conduire à une forme de surréglementation. Il y a d'ailleurs, on commence à voir en Europe, avec la loi Omnibus, des volontés de simplifier. Donc comment, du point de vue du droit boursier, vous voyez le bon équilibre pour à la fois garder cette qualité de la place de Paris, notamment, pour les investisseurs, et protéger l'épargne, et inciter à la prise de risque, comme on vient de l'exposer? Alors, question complexe, mais simple d'une certaine manière, parce que la réponse, nous la connaissons tous. Ça fait 20 ans qu'on se préoccupe d'attractivité de la place de Paris.
Et on peut dire que le succès est au rendez-vous. Alors, je pense qu'on pourrait effectivement se poser plein de questions et qu'il y a eu des débats parlementaires compliqués, notamment l'année dernière. Mais néanmoins, l'acquis est là. Il y a eu ça a été dit par Augustin de Romanet, il y a eu un consensus politique très fort qui fait que, année après année, lors de cette réunion d'Europlace, on a eu des représentants des gouvernements, quelle que soit leur orientation politique, et les décisions sont largement venues derrière. Et il y a eu, de ce fait, un véritable succès de la place de Paris qui a trouvé, qui est aujourd'hui de très loin, la première place financière de l'Union européenne. Alors après, on peut se poser des questions, est-ce que le Brexit, est-ce que Londres, etc. Mais fondamentalement, la France est un grand pays financier, et la France est un grand pays financier avec une vision de la finance qui est assez singulière, mais qui est un succès, et qui est la vision d'une finance qui est bien régulée. La place de Paris s'est développée de manière assez phénoménale, sans que jamais Paris joue la carte du moins-10 réglementaire ou du moins-10 en matière de supervision. Et je crois que ça a été dit, je ne sais pas si c'est par Delphine ou par Augustin, la qualité de la supervision et la compétence des superviseurs est un des atouts de la place financière de Paris. C'était moi, Marianne, il faut que tu t'en souviens. D'accord. Il faut rendre à Euronext ce qui est à Euronext. Il faut rendre à Euronext ce qui est à Euronext. Mais je pense que c'est effectivement un constat. Et donc, nous incarnons à la fois un grand pays financier et un pays qui a une vision de la finance qui est une vision gagnante et qui est une vision d'une finance qui, effectivement, se développe avec une attention assez forte à porter aux investisseurs, avec, ça a été dit par toutes les personnes qui sont exprimées, une attention assez forte à ce que l'on finance. Ce n'est pas une finance qui est là uniquement pour spéculer sur la spéculation, c'est une finance qui est là pour financer l'économie réelle. Et dans cet univers-là, aujourd'hui, le régulateur a un rôle à jouer, d'abord de se préoccuper de l'attractivité de la place de Paris. C'est un des éléments très forts du plan stratégique de l'AMF qui a été mis en place en 2023. Notre plan quinquennal stratégique fait de l'attractivité de la place de Paris et de son développement un de nos 6 grands objectifs stratégiques. Donc, 1, on s'en préoccupe. 2, on agit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous nous sommes fixé cet objectif, nous avons derrière pris l'engagement, par exemple, de ne plus surtransposer les textes européens, et on le fait. Donc, ce n'est pas facile, hein, parce que la tentation naturelle du superviseur ou du régulateur... Ou du législateur, parfois. Voire du législateur, ça peut être de surréglementer. Donc, nous imposons cette discipline, et lorsque c'est nécessaire, nous retirons des réglementations qui sont devenues obsolètes ou superflues. On a évoqué les 2 grandes introductions en bourse qui se sont faites l'année dernière sur la place de Paris, Exosens et Planisware. Ces introductions en bourse ne se seraient pas faites si l'AMF n'avait pas, avec une certaine urgence, supprimé l'obligation d'avoir une tranche réservée aux particuliers dans les introductions en bourse. Pourquoi ? Parce que ça obligeait à avoir des offres qui restaient ouvertes trop longtemps, etc. Bien entendu, ça reste une faculté, mais ça n'est plus une obligation. Donc, quand il faut déréglementer, à bon escient, on sait le faire. On va d'ailleurs modifier nos doctrines pour permettre le développement des ETP ou des actifs financiers gagés sur les cryptoactifs. C'est devenu un actif relativement habituel, contrairement à ce que dit notre doctrine. Donc, nous allons faire évoluer notre doctrine parce que, effectivement, on voit que d'abord aux États-Unis, mais aussi dans d'autres endroits en Europe, ça fait partie des instruments financiers qui rentrent dans les circuits. Donc, ça va autoriser des ETF sur ça veut dire qu'en tout cas, nous accueillerons favorablement les projets de ce type qui pourraient vouloir se dérouler à Paris. Donc, tout ça pour dire que effectivement, Delphine a repris le micro. Il y a un sujet en Europe qui est de garder le cap, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déréglementer à tout crin. Je rappelle que les derniers grands mouvements de déréglementation non maîtrisés, ça s'est traduit par une crise financière,
qui a pour effet d'ailleurs ensuite de renvoyer le balancier trop loin, c'est-à-dire qu'après la crise financière, on réglemente trop fortement dans certains domaines. Mais quand on regarde ce qui se passe, ceux qui créent la crise sont ceux qui déréglementent les premiers en général. Ça peut en tout cas ce qui est annoncé par le président actuel. Donc est-ce que ça vous met pas quand même la pression? On voit bien que l'Europe, avec la loi Omnibus, ça nous met la pression pour mieux réglementer. Et ça nous met la pression pour changer de méthode. Ce que montre l'omnibus européen, qui vient rembobiner, entre guillemets, sur la mise en œuvre de la directive CSRD avant même qu'elle soit totalement en vigueur, ce que ça montre, c'est qu'il y a un problème de méthode. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont liées notamment à l'architecture de la supervision des marchés en Europe, qui est une supervision complètement éclaté avec des superviseurs nationaux qui sont faiblement coordonnés au niveau central, ça se traduit par le besoin d'avoir des règles extrêmement précises et détaillées et prescriptives. Parce qu'autrement, ensuite, on renvoie à des régulateurs qui sont des régulateurs nationaux, avec des problèmes majeurs de distorsion de concurrence, avec des problèmes majeurs via le passeport européen d'investisseurs qui achètent des produits qui ont été autorisés dans des conditions qu'on qualifiera de suboptimales à certains endroits de l'Union européenne, etc. Donc c'est tout un écosystème qui dysfonctionne. Mais Marianne, est-ce qu'on va assez loin? Parce que les plus allants disent que cette loi Omnibus, c'est une loi minibus, en fait. C'est-à-dire que elle ne change pas grand-chose sur le fond, et elle fait juste plaisir à quelques... Je ne sais pas sur quoi se fondent ceux qui disent qu'elle ne va pas assez loin, puisque la loi Omnibus, la directive... On écoutera Charles Rodwell là-dessus. L'Omnibus européen, il a 2 étages, d'accord? Il a eu un premier étage qui a délivré très vite, de manière absolument inattendue en Europe. On arrive à délivrer très vite quand c'est nécessaire, c'est en donnant des délais supplémentaires pour appliquer. Ça, c'est la partie dite « stop the clock ». Et ensuite, il y a une deuxième partie qui va être un allègement des contraintes prévues, mais ça, je ne sais pas si ça sera un minibus, un omnibus ou un hyperbus, puisque de toute façon, le projet n'est pas encore là. Donc avant de le juger, laissons une chance au produit. Mais en tout Ceux cas, qui disent minibus espèrent que ce soit hyperbus. Ce que ça montre, c'est qu'effectivement, il y a un problème de méthode dans un certain nombre de textes européens. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi. S'il y a ce problème de méthode, c'est parce que l'application est ensuite complètement éclatée entre 27 pays, avec, via le passeport, un risque de distorsion de concurrence majeure. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on aura beaucoup de mal à faire de la vraie simplification, et on sera, quand je dis on, c'est le législateur européen au niveau 1, c'est ensuite au niveau 2, l'ESMA, je participe de la gouvernance de l'ESMA, donc je vois bien ce qui s'y passe. On sera tenté de faire des textes hyper prescriptifs pour éviter ces applications divergentes en Europe. Je vais prendre un exemple. On vient de créer une réglementation européenne sur les cryptoactifs. Ça s'appelle le règlement MiCA. Le règlement MiCA, il impose, c'est le niveau 1 qui l'impose, 30 standards techniques pris par l'ESMA au niveau, niveau 2. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'on n'a pas prévu de confier des responsabilités de mise en œuvre aux superviseurs européens. Donc comme on a créé de nouveau une situation dans laquelle on renvoie à 27 superviseurs nationaux la responsabilité de mettre en œuvre un texte européen, eh bien on demande dans le même temps à ce qu'il y ait des textes d'application hyper détaillés et hyper précis. Et ces textes, voilà, ça crée de la surréglementation parce qu'on a une réglementation européenne, 30 standards techniques qui sont demandés et qui ont été faits d'ailleurs, ce n'est pas impossible, mais sauf qu'on voit bien que c'est un problème de méthode. Tant qu'on n'aura pas réglé la question de qui met en œuvre, avec quel niveau de coordination au niveau du superviseur européen, on tombera à chaque fois dans ces travers qui consistent à faire des textes hyper précis et hyper prescriptifs, parce que tout simplement, il n'y a pas de grand orchestrateur, comme ça peut exister aujourd'hui en matière bancaire avec le SSM à Francfort. Ça n'existe pas en matière de supervision de marché. L'ESMA a très peu de compétences de supervision. Et donc, tant qu'on sera dans cette situation,
on aura le risque et on aura tout le système qui poussera à avoir des règles hyper précises, hyper détaillées et hyper prescriptives qui se traduisent par une Europe qui passe un temps infini à faire de la réglementation alors qu'elle pourrait consacrer son énergie à faire beaucoup d'autres choses. Bon, on le voit, l'attractivité dépend en partie de nous-mêmes et de la nouvelle donne politique, on en a un peu parlé, on pourra y revenir. Elle dépend beaucoup aussi de l'Europe maintenant, c'est-à-dire que pour préserver nos acquis, on a besoin que l'Europe porte finalement sur le sujet, on l'a dit un peu tout à l'heure, de l'union des marchés de capitaux comme de la réglementation. Peut-être Charles Redouel, vous qui êtes au cœur de la nouvelle donne, en tout cas à l'Assemblée nationale, cette Assemblée assez ingouvernable, on peut le dire, difficile. Vous travaillez à la fois sur cette mission réindustrialisation, donc la finance au service de l'économie, et voilà, on se pose la question, est-ce qu'après la loi Holroyd, on pourrait avoir une loi Rodwell? Est-ce que le sujet de l'attractivité reste un sujet d'attention pour ce mandat politique de cette Assemblée un peu difficile, mais néanmoins nécessaire? Il faudra bien trouver une majorité pour faire bouger le pays. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ce sera une loi Rodwell. Je pense que pour l'instant, c'est plutôt une loi Romanet ou une loi de beaucoup d'entre vous, au vu des contributions qui sont les vôtres auprès de l'Assemblée nationale et auprès de nous tous actuellement, ce qui me permet d'ailleurs de vous remercier pour votre invitation aujourd'hui. En tant que député versaillais, il m'arrive de temps à autre de croire au miracle. Mais je crois que nous n'avons pas besoin de miracle cette fois-ci parce que j'ai des interrogations, j'ai un certain nombre de questionnements que je pose dans le combat politique qui est le nôtre aujourd'hui pour maintenir notre niveau d'attractivité et la politique de l'offre qui a été la nôtre depuis plusieurs années. Mais nous voyons des voies de passage pour la maintenir et pour coûte que coûte défendre la politique de l'offre que l'on a bâtie depuis maintenant plusieurs années. Je dirais qu'en la matière, ce qui guide finalement notre engagement sur cette question, c'est pas une obsession, c'est un message politique, un combat politique fondamental, qui est celui que, dans un monde dans lequel on vit, qui est celui actuel, au XXIe siècle, qui est celui d'une confrontation entre deux hyperpuissances, que sont les États-Unis et la Chine, deux hyperpuissances démographiques, industrielles, technologiques, numériques et surtout économiques. Il y a une chose qui guidera l'indépendance de notre peuple, c'est l'indépendance économique et industrielle et technologique. Au XXIe siècle, nous sommes absolument convaincus, et c'est le président de la République qui le rappelle souvent, il n'y a pas d'indépendance politique possible pour la France et pour l'Europe sans indépendance économique, industrielle et numérique. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, et depuis maintenant, disons, une quarantaine d'années, c'est là où le bas a blessé, et c'est là où le bas a baissé gravement depuis maintenant plusieurs décennies. Si je prends une comparaison qui vaut peut-être et qui illustrera toutes les autres. Si, dans les années 90, le PIB des États-Unis et le PIB des pays européens qui auraient constitué ensuite la zone euro avaient été égaux, aujourd'hui, il y aurait 30 points d'écart de PIB. Au lendemain de la crise financière de 2008, disons en 2010, si le PIB américain et le PIB de la zone euro avaient été égaux, aujourd'hui, il y aurait 16 points d'écart de PIB. Ce qui veut dire que notre enjeu fondamental, et c'est ce qui a guidé la politique de l'offre qu'on a essayé de bâtir communément depuis maintenant plusieurs années, l'objectif fondamental pour nous, c'est la création de richesse et nous donner la possibilité de créer notre propre richesse au service de notre indépendance politique, à savoir celle de la France et celle de l'Europe. Et je dirais qu'en la matière, aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué. Si on est au milieu du gué, c'est qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. Et c'est les politiques qui ont été rappelées depuis maintenant les débuts de cette journée, et rappelées par Laurent Saint-Martin lors de notre déjeuner également. C'est le fruit de l'engagement des investisseurs étrangers qui ont décidé, qui ont choisi d'investir en France et puis nommément sur la place de Paris après le Brexit et après les réformes qu'on a portées, notamment la PPL Holroyd. Mais je dirais d'abord et avant tout, c'est le fruit de l'engagement des investisseurs français et européens qui, malgré tous les boulets aux pieds qu'ils avaient depuis des décennies, ont continué de faire confiance en Paris, en la France et en l'Europe. Et moi, la première des choses que je tiens à faire, c'est en tant que simple député, c'est de les remercier d'avoir fait le choix de la France et de l'Europe depuis maintenant plusieurs années dans cette ère post-Brexit. Maintenant, si on est au milieu du gué, comme je le disais à l'instant, ça veut dire qu'on navigue en eau trouble. Parce que les eaux troubles, c'est souvent lorsque vous êtes au milieu du fleuve. Et aujourd'hui, il est vrai que la France et que l'Europe naviguent en eau trouble. On a été confrontés depuis maintenant 4 ans, 5 ans, à 4 chocs que j'évoque très rapidement. Le premier choc, c'est celui de la crise Covid,
qui a totalement disrupté nos chaînes d'approvisionnement et qui a révélé beaucoup de nos failles que vous étiez beaucoup à souligner depuis plusieurs années et où là, vous n'avez pas forcément été entendu pendant des années avant cette crise. Deuxième choc, le choc énergétique. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États européens ont investi de manière cumulée 800 milliards d'euros dans leur plan de sauvetage pour préserver les ménages et les entreprises du choc de cette crise énergétique. Troisième choc, la Chine. Quand le président Xi Jinping dit, je cite ses propres termes, que la Chine va passer d'une économie de paix à une économie de guerre, eh bien ça veut dire très concrètement que beaucoup d'entre vous, comme vous nous l'avez dit très souvent, vous avez l'accès au marché chinois qui est soit restreint, soit fermé. Et ce sont des pressions sur beaucoup de chaînes d'approvisionnement, notamment sur le volet des matières premières et bien d'autres. Quatrième choc, les États-Unis. Les États-Unis nous mènent aujourd'hui une guerre commerciale et tarifaire. Elle a démarré depuis bien longtemps, elle s'est intensifiée avec l'administration Biden qui a déployé l'Inflation Reduction Act qui a frappé de plein fouet l'industrie française et européenne et elle s'est intensifiée avec la politique tarifaire et douanière du président Trump. Ces quatre chocs, ils ont deux points communs. Ils sont absolument vitaux pour l'avenir de notre pays et de notre continent et donc c'est de ce point de vue que nous devons bâtir la réponse politique et économique. Et le deuxième point commun, c'est qu'il nécessite une mobilisation massive de capitaux, et je dirais surtout une mobilisation massive de vos capitaux pour nous permettre de financer la réponse à ces chocs et une transition massive. Et c'est sous cet angle, et c'est sous cet objectif et cette contrainte politique que nous devons continuer de bâtir notre politique d'attractivité. Et ça, il y a un seul point que nous continuerons coûte que coûte de défendre à l'Assemblée nationale, c'est la stabilité fiscale et réglementaire, et c'est la poursuite de notre politique d'attractivité, notamment dans les mesures qu'a présentées Augustin de Romanet parmi bien d'autres ces dernières semaines au service de l'attractivité financière de la place de Paris. Vous entendez quand même le bruit de fond sur cette loi de finances 2026, 40 milliards d'économies ou en tout cas d'ajustements budgétaires. Il y a un moment donné, est-ce que vous ne craignez pas que le débat fiscal, une remise en cause, ça a déjà été évoqué sur la loi de finances 2025, jusqu'à présent ça a été relativement cantonné, mais est-ce que ça ne pourrait pas prendre plus d'ampleur? Comment est-ce qu'il va y avoir une vague qui pourrait détruire, je crois que c'est la formule d'Augustin, en 10 jours de débat parlementaire, on pourrait détruire 10 ans de politique de l'offre et de l'impression positive qu'on avait donnée jusqu'ici. Je comprends votre inquiétude. C'est d'ailleurs l'inquiétude qui était partagée le soir de la dissolution. C'est l'inquiétude qui était partagée le soir du résultat du second tour des législatives. C'est l'inquiétude qui était partagée le soir de la censure du gouvernement de Michel Barnier. Et malgré ces chocs politiques sans précédent depuis 40 ans d'histoire politique dans notre pays, nous avons peu ou prou, de manière imparfaite, réussi, je peux vous dire que ça a été un combat de tous les instants, à essayer de maintenir les fondements de notre politique de l'offre et de notre politique d'attractivité, notamment dans le budget voté en janvier. Il n'est pas parfait. Le gouvernement de François Bayrou s'est engagé publiquement à abolir, par exemple, la surtaxe sur l'IS, et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et je pense que c'est la transition toute parfaite. Je tiens vraiment à souligner l'engagement d'Éric Lombard dans les négociations qui ont été les siennes. Non, parce qu'il faut bien voir dans quel état était l'Assemblée nationale en janvier et en février lorsqu'Éric Lombard est arrivé et a négocié au nom du gouvernement Bayrou l'accord avec le Parti socialiste pour nous permettre d'avoir un budget pour cette année. Personne n'y croyait. Et il faut bien reconnaître l'engagement qui a été celui du Parti socialiste à négocier un accord avec nous. C'est dans ce même esprit de compromis, aujourd'hui, avec une détermination et un gros boulot, qui est celui de nous tous, pour trouver ce compromis qui nous permettra de bâtir ce budget pour l'année qui vient. C'est les engagements qu'a pris le gouvernement et nous serons derrière lui pour maintenir cette politique de l'offre et d'attractivité dans le prochain budget. Merci Charles Rouel. On salue l'arrivée du ministre qui va parler dans quelques minutes. On termine le débat rapidement sur ce sujet. Donc, est-ce que la nouvelle donne politique donne ou pas un coup d'arrêt à l'attractivité de la place financière de Paris? On a évoqué depuis le début de cette table ronde les points positifs, également les faiblesses et les points à corriger. Delphine, vous aviez peut-être quelques réactions. Je voudrais qu'on termine juste en quelques mots, peut-être avec Marianne et Augustin, sur l'urgence de l'Union de l'épargne et de l'investissement
et est-ce que cette date de 2028 est possible? Mais peut-être, allez-y Delphine, sur... Pardon, juste sur ce sujet-là, je pense que, effectivement, parce que on va tous devoir laisser la place au ministre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Place de Paris parce qu'on est à Paris et qu'on est à Europlace. Mais en fait, ce débat, c'est un débat qui est devenu un débat européen. D'ailleurs, autour de la table, on a un acteur qui est un acteur européen, qui est Euronext. Hein, c'est né en France, mais ça s'est bien développé un peu partout. Hein. On est 7 régulateurs autour de la table du collège des régulateurs d'Euronext aujourd'hui. Le private equity, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un écosystème français qui est particulièrement puissant, mais en fait, c'est aussi un sujet européen. Avec les fonds européens de long terme qui sont des fonds de private equity et sur lesquels il y a effectivement, qui cochent toutes les bonnes cases d'ailleurs hein, pour financer l'économie européenne. Donc la place de Paris, c'est la première place financière de l'Union européenne. Ça ne sera jamais la seule. Je crois qu'il ne faut pas avoir une vision hégémonique du développement de la place financière, parce qu'autrement, de toute façon, ça générera des réactions fortes. Ce n'est pas la seule qui se bouge, pardon de ce terme un peu familier. Hein. C'est vrai que, premièrement, on a décroché par rapport aux États-Unis. Certes, actuellement, voilà, il y a un contexte qui fait qu'il y a un regain majeur d'intérêt pour l'Europe. Il faut en profiter d'ailleurs. Hein. On a eu une fenêtre d'opportunité avec le Brexit qu'on a su saisir. Aujourd'hui, on a une nouvelle fenêtre d'opportunité qu'il faut savoir saisir et qu'il faut savoir saisir collectivement au niveau européen. Mais fondamentalement, cette place financière, elle doit s'inscrire dans un écosystème européen qui passe par la relance de l'union des marchés de capitaux parce que fondamentalement, on a décroché par rapport aux États-Unis. Je crois qu'il faut distinguer le conjoncturel du structurel. Les marchés de capitaux américains se sont beaucoup plus développés. L'attractivité pour les investisseurs des marchés américains, elle est majeure. On a parlé tout à l'heure de financement de l'innovation. C'est vrai qu'en termes de financement de l'innovation, ça reste quand même aujourd'hui plus facile pour les licornes, entre guillemets, d'aller se financer aux États-Unis. Donc c'est ces sujets structurels-là qu'il nous faut adresser. La place de Paris est la mieux placée pour le faire. Elle doit le faire dans un contexte européen et elle doit le faire dans le cadre qui a été maintenant bien défini, je crois, par les rapports Draghi, l'État noyé d'ailleurs en France, par les initiatives qui commencent. Hein, la semaine dernière, le ministre réunissait à Bercy 7 pays qui ont lancé le label Finance un Europe. label Finance Europe. C'est fondamental, c'est l'investisseur qui va faire le succès de ce projet. Donc c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la titrisation. Le deuxième, c'est la titrisation. On est très attendu sur ce sujet. On est très attendu sur ce sujet. L'Union européenne, la Commission européenne va faire ses propositions. Tous les investisseurs internationaux, tous les régulateurs de marché, hein, les régulateurs de marché ont pris une position au printemps 2024 en faisant de la relance de la titrisation en Europe une des clés du développement des marchés de capitaux en Europe. C'était la première fois que les régulateurs de marché prenaient parti dans ce débat. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'on voit bien que c'est ce qui a marché aux États-Unis en partie pour développer les marchés de capitaux. Bien sûr, on ne va pas le faire comme les Américains, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr que l'Europe va le faire dans un univers sécurisé avec des titrisations qui ne seront jamais, en aucun cas, les titrisations, je vais essayer de rester poli, les titrisations problématiques qui s'étaient développées aux États-Unis et qui ont été en partie à l'origine de la crise financière. Mais il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Ce n'est jamais ça que fera l'Europe. Le principal risque qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est de ne pas suffisamment supprimer des contraintes réglementaires excessives tout en conservant une bonne réglementation. Delphine, un petit mot et puis on va conclure avant de passer la parole au ministre. Oui. J'ai un peu moins de chance que le député Rodwell avec l'arrivée du ministre. Moi, je vais mettre mon masque de kamikaze. Alors avant ça, j'ai dit beaucoup de choses positives. On n'est quand même pas très très bien après le budget 2025. Et je reconnais tous les équilibres qui devaient être préservés et la nécessité d'avoir un budget. J'espère qu'on ne va pas passer des années à se dire ouf, on a un budget un peu quel qu'il soit, parce que c'est quand même pas un projet politique on dira et peut-être national. Ouf, on a un budget 2026 dans quelques voilà. mois, ça c'est une question. Donc qu'est-ce qui nous... Enfin, moi je ne sais pas ce que les marchés actions ont fait aux parlementaires, mais on est sorti du projet 2025 avec une augmentation de la TTF moins pire que craint, mais enfin quand même plus qu'espéré. Donc je rappelle que la taxe sur les transactions financières ne touche que les actions, c'est comme ça, parce que c'est facile, c'est plus simple. Hein, c'est un actif qui arrive à peu près à être identifié et qui circule moins, donc on peut les choper. Voilà, donc c'est quand même pas une raison fondamentale.
Et pourtant, tout le monde va dire, et vous êtes les premiers, que c'est ça qu'il faut développer. Le monde donc on taxe que les actions. Le monde ne s'est pas écroulé non plus, quand même. Oui, mais le monde ne s'écroule jamais, mais en fait, l'attrition, on ne la voit pas. Hein, l'attrition, on ne la voit pas, et les conséquences, elles seront là. Donc on a pris un point de plus. On a une taxe sur les dividendes, qui, pour des raisons juridiques et d'impossibilité de faire autrement, particulièrement étonnante sur sa manière d'être construite. Bon, les dividendes, c'est le rendement pour les actionnaires. Le rendement pour les épargnants, c'est bien. C'est bien, sinon on n'investit pas. Et puis, on a une très grande complexité à apprécier le rôle des dérivés actions, je vais dire ça comme ça très pudiquement, avec deux mondes qui ne se parlent pas et qui ne se comprennent plus. Et c'était un des atouts de la place de Paris qui étaient les dérivés actions, est en train de s'évaporer, pour le coup, complètement. Donc, on doit savoir que ça fait du mal à des acteurs qui ne sont pas très grand public, hein, qui ne vont pas faire les grands titres, dans leur capacité à trouver un message là-dedans, entre la politique de l'offre et la loi 2 sur l'attractivité qu'on espère. On a des choses à faire, mais il faut se rendre compte que ces choses-là sont plus fondamentales et à bas bruit font du mal sur le contrat qu'il y a dans ce qu'une place projette sur sa croyance dans la classe d'actifs actions, tout simplement, qui est attaquée par ces trois bords. Donc, encore une fois, rien de personnel dans tout ça. C'est un champ extrêmement contraint. Personne n'en est mort, mais le message est quand même très sévère. Alors, je finis sur 2 points très positifs. Le label Finance Europe. Enfin, on parle de fonds. On n'est pas sur des process. C'est essentiel. On va avoir dans chaque pays une conversation sur l'orientation de l'épargne. Et c'est hyper important parce que aujourd'hui, dans les autres contraintes contre les actions, il y a le fait que c'est comme ça. On est principalement investi en France en assurance vie. Donc, on prend un carcan prudentiel qui est celui de l'assurance et qui a, parce qu'il est gréé de cette manière-là, un effet d'assez fort malthusianisme sur les actions, en particulier les actions cotées. Et puis on a une difficulté, je trouve, à faire réémerger le PEA. Donc je pense qu'il faut s'en occuper collectivement parce que c'est un véhicule dans lequel il peut y avoir un investissement direct qui ne sera jamais majoritaire, mais qui joue un rôle essentiel pour la liquidité des entreprises. C'est très important. Deuxième point très positif, c'est l'unité de la place. C'était à la conférence de Ronex, donc je fais mon petit coup de pub. On a signé tous ensemble un manifeste pour un meilleur financement des entreprises par les marchés de capitaux, qui a fait l'unanimité et qui a suggéré un certain nombre de pistes qui sont consensuelles, qui sont toutes pas finies, hein, qu'il faut toutes faire avancer. L'une d'entre elles était le label Finance Europe. Alors, on s'en attribue pas la paternité, mais il était dans l'air et on l'avait attrapé en début de phase. Voilà. Donc ces choses-là, c'est des démarches collectives, concrètes, qui partent du terrain. Et c'est ça, je pense, Merci Delphine. Le temps file et le ministre, je pense, est impatient de venir vous parler. Un dernier mot, Charles Rodwell, mais vraiment très bref. Court. Très bref pour dire à Madame Damarzy que je bois vos paroles. Ce d'autant que mon groupe, et j'en avais déposé 2 d'entre eux, avait déposé des amendements de suppression à toutes les hausses d'impôts financées par des économies lors du budget de l'automne. Quel est l'éléphant au milieu de la pièce? Et j'en terminerai par là pour rebondir sur les propos de M. Rimbaud. L'éléphant au milieu de la pièce, c'est le financement de la protection sociale et notamment de nos retraites. C'est un enjeu fondamental pour nos retraites, c'est un enjeu fondamental pour nos finances publiques, c'est un enjeu fondamental pour le financement de notre économie. Madame Barbalayani a souligné que la capacité des États-Unis à stimuler leurs capitaux était fondée sur 2 éléments. Les marchés de capitaux, leur union. La deuxième chose, c'est la création de fonds de pension à l'échelle continentale ou mondiale. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez continuer de compter sur nous pour mener le combat du pilier de la capitalisation pour notre régime de retraite. Nous n'y renoncerons jamais et nous serons toujours preneurs de toutes vos propositions en la matière pour nos retraites, pour nos finances publiques et surtout pour le financement de notre économie. Merci Charles. Avant d'écouter le ministre, peut-être Augustin, un mot d'accueil pour dire toute la vigilance que vous avez voulu exprimer sur la prochaine loi de finances. Et peut-être, puisque je fais le lien avec les retraites, mais le ministre l'a vu, 2 initiatives intéressantes sur, peut-être pas les fonds de pension, mais quand l'Allemagne dit qu'elle va donner 10 € par mois à tous les jeunes enfants pour les inciter à faire de la capitalisation, ou quand même Donald Trump apparemment voudrait donner, si j'ai bien compris, 1 000 $ à tous les jeunes Américains pour les inciter à faire de même, il y a peut-être quelques pistes intéressantes à regarder, et pas forcément si coûteuses, pour vraiment remettre la question de l'orientation de l'épargne vers le financement de l'économie au cœur des grands enjeux politiques. Je te laisse, Augustin,
commenter et accueillir le ministre. Il faut tout de même saluer l'animateur de cette table ronde parce qu'on est à moins 1,49, 1 minute et 50 secondes de temps de parole. Donc mon temps de parole est négatif. Et pourtant, il a le courage de me donner la parole. Donc je vais être vraiment super bref pour qu'on puisse écouter le ministre. Voilà, la seule chose que j'aurais envie de dire, c'est que ce que nous cherchons à faire, c'est avoir une place de Paris qui remplisse ces deux fonctions. Premièrement, c'est intrinsèquement un moteur de création de valeur pour le PIB français, le 4e poste d'excédent des services, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un créateur d'emplois. Donc, par soi-même, le fait de ne pas déstabiliser la place de Paris et de ne pas la prendre comme bouc émissaire est important. Donc moi, la seule chose que je dis, parce que je suis tombé dans le budget quand j'étais petit, c'est que je veux que la place de Paris ait la clause de la nation favorisée de façon identique aux autres secteurs. C'est-à-dire, si on taxe l'agroalimentaire, on ne va pas demander à ne pas être taxé, mais on ne veut pas être taxé tout seul. Donc si vraiment le Parlement doit taxer les entreprises, à Dieu ne plaise, qu'il nous taxe comme les autres. Mais surtout, ce que je veux éviter, c'est qu'on prenne la finance comme bouc émissaire pour tout un tas de raisons que je ne veux pas développer. C'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est qu'au-delà de sa valeur de production économique, la finance a une valeur de projection. D'abord de projection parce qu'elle met en face des investisseurs, des innovateurs et des épargnants. Et d'autre part, parce que, comme l'a dit très bien Charles Rodwell, elle permettra progressivement, avec une nécessaire éducation financière, aux épargnants d'accéder à la capitalisation, qui est la seule solution pour affronter la question démographique qui est devant nous. Et nous voyons bien que l'Italie nous montre la voie. L'Italie qui perd 400 ou 500 000 habitants tous les ans. Nous avons, pour les jeunes générations, un devoir de responsabilité qui nous conduit à devoir traiter cette question de la capitalisation. Merci. Merci beaucoup à tous les 5 et nous allons accueillir Éric Lombard.